peut y aller. Oui, allez-y. Voilà. Eh ben, moi, je pense que le titre de film qui correspondrait le mieux à notre histoire, c'est La Belle Équipe de Duvivier. Et puis, le dernier mardi avant les vacances, Le Conte des Contes, qui est un sublime film soviétique d'animation et de contes de fées. Bon, ensuite, en janvier, vous aurez Un été avec Monica pour nous réchauffer, début janvier, de Bergman, très beau film de Bergman, suivi de La vie de famille de Jacques Doyon, très beau film français, et enfin Brasil, film qui n'est pas un film brésilien, un film américain. Brasil, donc voilà ce qui vous attend donc jusqu'à milieu janvier. En réalité, le mérite revient à Pierre Blondeau parce que bon, il y a toujours des cinglés du cinéma, bon, ça existe. Et Pierre Blondeau, particulièrement, lui, il s'est intéressé très jeune et très tôt au cinéma. Comme prof de lettres, il y a vu un mode d'expression extrêmement important. Il a donné au cinéma, dès qu'il était jeune, toute l'importance qu'il méritait au point de vue expression. Et alors, bon, ben, il est arrivé qu'on parle de cinéma. Lui était un passionné. En réalité, c'est lui la cheville ouvrière, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a monté l'affaire. Bon, j'en ai été le président au début. Écoutez, je peux vous dire que ça fait bien 26 ou 27 ans. Je ne sais plus, mais c'est énorme. Et on a commencé vraiment d'une façon très simple. Et alors là, c'était vraiment la passion, parce que nous étions que 3. On faisait les affiches à la main, on courait les rues, on faisait du porte-à-porte. S'il y avait Simone et Pierre Blondeau. Moi, depuis tout gamin, j'allais à l'Olympia, chez Lulu Fabry. Et alors, on a vu là tous les films importants, quand j'étais gamin, de ce qu'on appelle le réalisme poétique des années 1930 du cinéma français. Les grands films américains, les grands films allemands, enfin de l'époque. Et moi, je dois dire que vraiment, je me rappelle de ces après-midi à l'Olympia, encore comme si j'y étais. Et avec l'aide du patron du collège de l'époque, M. Chagnard, qui a compris quand même quel était le but de ma passion, c'est-à-dire d'essayer de faire voir aux jeunes, naturellement, et aussi aux adultes de la ville à Pontarlier, toute une série de films de tous les pays du monde, en conservant l'accent des gens par la VO, etc. Au Ciné-Club Jacques Becker? Oui, c'est CJB. Vous avez la possibilité de venir au Ciné-Club, soit avec une carte annuelle qui couvre toute votre programmation de septembre à fin juin, début juillet, sur un total d'environ 36 films. Bon, avec ça, vous pouvez entrer, venir au film que vous voulez, et vous aurez même des occasions d'avoir des réductions sur les rencontres de cinéma à venir. Bon. Et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du film soviétique de ce soir, qui, je crois, est un film d'une très grande beauté, mais d'une beauté intérieure, un peu cachée, un peu mystérieuse. Pas de distributeurs français n'ont voulu montrer ce film. Et je voudrais dire pourquoi, vous voyez, encore une fois de plus, l'importance des ciné-clubs, l'importance d'une bataille que vous devez nous aider à mener pour que nous maintenions les ciné-clubs en France. S'il n'y avait pas de ciné-club pour essayer de sortir des films qu'on ne veut pas prendre, vous comprenez que quand c'est l'impérialisme de Spielberg et de son équipe, des Walt Disney Channel et autres, on n'a que ça. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas montrer du cinéma d'autres pays du monde? Il y a un drame qui se passe là pour la connaissance du cinéma mondial, c'est que la distribution en France, qui est encore une des seules à montrer des tas de films étrangers, eh bien, la distribution en France commence à se resserrer terriblement autour de quelques grandes maisons majeure production, évidemment, américaine, française, bien sûr. Bon. Et puis, on a un mal de chien à trouver les films de l'Afrique, de l'Asie, des Philippines, même de Suède, même d'Amérique latine, où vraiment les distributeurs ne sont pas très courageux, ne sont pas très audacieux. Ils présentent les films qui risquent de faire rentrer de l'argent au tiroir caisse. Jacques Becker? Qu'est-ce que c'est Jacques Becker? Non, je ne connais pas Jacques Becker. Jacques Becker, c'est un metteur en scène, je crois. Oui. Oui, c'est un cinéaste, non? Oui, c'est Jacques Becker, oui. Qui est-ce? C'est un cinéaste, mais ne m'en demandez pas plus. Jacques Becker, c'est un grand cinéaste.
Il s'agit là d'un hommage à un grand cinéaste français d'après-guerre, Jacques Becker, qui était un disciple de Jean Renoir, et dont l'œuvre est, à mon avis, pas assez célébrée, je veux dire, comme un des grands du cinéma français. Et il se trouvait que Jacques Becker, en plus de son travail, bien qu'étant atteint par une très grave maladie, s'était consacré à la présidence de la Fédération française des ciné-clubs à cette époque. Et puis donc il est mort très rapidement en 60, après avoir tourné Le Trou, là, son dernier film. Et c'était un peu pour rendre hommage à ce grand cinéaste que nous avons appelé notre ciné-club, le ciné-club Jacques Becker. Alors je me suis présentée vers Monsieur Blondeau, qui s'occupe du ciné-club. Il m'a seulement dit, il m'a donné une poinçonneuse. Il m'a dit que je faisais partie du ciné-club, c'est tout. Je suis allé une fois, 2 fois, ça m'a emballé. Il y avait des films géniaux à ce moment-là, si bien que j'étais content. Et par le fait que je sois au comité d'établissement, j'ai pu avoir des rapports avec Pierre Blondeau où justement il cherchait à entrer dans les comités d'établissement et ça a permis que l'on puisse se connaître mieux. Et petit à petit, je suis arrivé au ciné-club vers les années 78-79 où vraiment j'ai été partie prenante de l'organisation du ciné-club. Écoutez, je pense que maintenant, je voudrais en faire de moins en moins, vu mon âge et vu mon passé. Je pourrais être en pré-retraite. Mais ce que je fais, c'est peut-être le petit côté public-relations. Quand je vais à Paris, j'en profite pour me faire les ambassades. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas. Avec le Mexique, ça a été remarquable. Avec l'Argentine, jusqu'à présent, ce n'est pas une réussite. Disons qu'au début, il semblait aussi que l'équipe était surtout des pédagogues, hein, surtout des enseignants. Bon. Là, ça s'est beaucoup élargi. Alors, pas forcément en nombre, mais c'est élargi en différentes, disons, professions. Mais je dois dire qu'effectivement, de toute façon, dès le début et jusqu'à présent, nous avons gardé, et nous tenons à garder cette qualité fondamentale, c'est que l'équipe soit faite de bénévoles. Bon, ça en même temps ses limites, ça a ses avantages, ses inconvénients. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant, mais de toute façon, l'important pour nous, c'est que ça garde cet aspect de culture populaire et où tous les gens qui font partie de l'équipe d'animation donnent quelque chose de leur temps, de leur vie, pour la passion qu'ils ont pour le cinéma. Mais alors, ce qui est très important pour nous, c'est les rencontres avec les cinéastes. Rencontres avec les gens de la profession, distributeurs, producteurs, réalisateurs, bon, ou techniciens, hein, dans le genre Alcan qui est déjà venu, ou Trauner. Bon. Je pense que c'est très important qu'un public qui aime le cinéma puisse rencontrer les gens qui lui donnent ce plaisir, qui lui donnent cette émotion, qui lui créent cette passion pour l'image. Nous voulons être indépendants. C'est ce qui fait aussi peut-être la richesse et la vie de ces rencontres de Pontarlier, c'est que tandis que dans certains coins, dans les festivals où les ministères donnent des dizaines de millions, il n'y a que des invités, des gens importants du show business et pas de public, et les gens ne vont jamais au cinéma. Ici, nous avons un public intelligent qui vient aux séances, les réalisateurs, et c'est ce qui... How would John be able to finish the film without tout le monde a plongé pour essayer de le retrouver. Finalement, on l'a vu apparaître à un autre endroit de la rivière. Et après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu as réalisé, tu t'es rendu compte que tu étais en train de te noyer? Il a dit, je me suis demandé comment John arriverait à finir le film sans moi. Moi, c'est très intéressant d'avoir cette occasion d'être en contact avec les gens qui regardent les films, parce que normalement, il n'y a aucun contact entre un directeur et le public de son film. Donc pour moi, c'est quelque chose de différent qui m'intéresse beaucoup. Excalibur, voilà. C'est tous des films très forts, donc dans un registre très divers.
Ce qui fait que les gens connaissaient tous Boorman. Enfin, ils ne connaissaient pas Boorman, mais ils connaissaient les films. C'est bien que ça a amené à un flot de monde fantastique. Alors que sur des rencontres aussi fortes qu'ont pu l'être, la première que j'ai faite, celle de Delvaux, où il y avait un homme fantastique qui présentait des choses d'une façon merveilleuse, eh ben, on n'a pas eu le public qu'il aurait fallu. Ils n'ont pas été curieux de cet homme qui est sans doute le plus grand cinéaste qu'on a vu à Pontarlier. Escola. Oui, à cause de la richesse qu'il pouvait y avoir des films qui étaient présentés, Scola peut-être plus encore comme scénariste que metteur en scène. Et en même temps, la vie énorme qu'il y a eu dans les, j'oserais pas dire les discussions, mais dans les dialogues qui suivaient ces films, où se mêlait l'information, la critique, grâce beaucoup au présentateur qui était Gilli. Quand on a Ettore Scola, Marcello Mastroianni et Bernard Blier là, c'est pas la peine que moi je prenne des minutes pour faire des discours. Alors je voudrais simplement vous dire que je me rappelle simplement, en tant que petit prof d'un petit collège de province il y a 25 ans, qui a voulu créer un ciné-club avec l'appui de son patron, ce qui était différent de Nous sommes tant aimés, où le petit prof, lui, se trouve en bagarre avec son directeur. Eh bien, je vais rendre hommage à mon ancien directeur de lycée, monsieur Chagnard, qui a été un des hommes qui a voulu que le ciné-club existe à Pontarlier, qui a voulu que les élèves y aillent régulièrement, et qui est un homme laïque et plein de bonne volonté. Marcello est beaucoup plus jeune que Federico, mais Federico veut vieillir, car il y a ce rapport de conflictualité, de rivalité, car les femmes aiment Marcello, n'aiment pas Federico. Alors, il est très jaloux, car les femmes aiment Marcello non pour l'acteur qu'il est, mais pour l'homme qu'il est, pour son charme, sa douceur. Au lieu que quelques femmes, oui, aiment Federico comme ça, mais autant que metteur en scène, pas comme homme. Et alors ça, il ne supporte pas. J'avoue que quand il y a eu sur le même plateau Mastroianni, Blier et Scola, ça faisait tout de même une belle brochette pour une petite ville comme nous. J'adore Scola, parce que j'ai trouvé chez lui une humanité, vraiment une humanité absolument extraordinaire. Vraiment, c'est, je crois que celui qui m'a le plus touché en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et puis, il y en a eu tellement, il y a eu Kazan. Oui, puis le premier qui est venu ici et qui est tout de même à la base de toute la réussite des rencontres de cinéma, c'est Joseph Losey, parce que c'est Joseph Losey qui a parlé de nous à Tavernier, c'est Tavernier qui a parlé de nous à Kazan, c'est Kazan qui a parlé de nous à enfin, tous ces metteurs en scène qui se connaissent, qui s'aiment, qui se fréquentent, on dit, mais Pontarlier, il n'y en a point comme eux. Et c'est pour ça que notre petite ville, quand ils veulent connaître la France profonde, eh bien, ils viennent à Pontarlier. En faisant le film, je me suis aperçu que j'étais incapable d'écrire une histoire qui ne tourne pas autour de la famille. C'est vrai aussi dans celui que je viens de terminer, dans Autour de minuit, où à un moment, j'ai été obligé, j'ai petit à petit transformé le film en une série de moments qui tournent autour de la famille ou de l'absence de famille. La même chose dans Une semaine de vacances, où finalement un jour j'ai senti que j'avais la construction du film quand j'ai eu l'idée du voyage vers les parents, vers la mère, avec les scènes avec Dasté. Et là, c'est même vrai d'une certaine manière, d'une manière noire et grinçante dans Coup de torchon, qui est une sombre histoire de famille. Et dans Dimanche à la campagne, alors ça l'a été tout le temps. J'ai eu 2 très beaux compliments après ce film. Il y en a un qui a été de Jean Ranche, qui avait été le collaborateur de Boss pendant près de 40 ans, et qui m'a dit « Ce film m'a fait découvrir des choses sur Pierre ». J'ai trouvé que c'était un très beau compliment, ça. Et puis il y a le fait que mon père, après, à un moment, s'est remis à écrire après ce film, et a écrit un recueil de poèmes. Et ça, pour moi, je l'ai pris également comme une sorte, parce que c'était un peu l'illustration de la fin du film. Voilà. Il y a beaucoup de ciné-clubs encore en France, mais ils sont en train d'entrer en veilleuse, ils se défendent pas si bien que ça, assez difficilement.
Or, le ciné-club Jacques Becker, c'est le seul, à ma connaissance, qui a une existence aussi foisonnante, qui fonctionne chaque semaine, qui organise des rencontres. Et la manière dont, sous l'impulsion de Pierre Blondeau, ce ciné-club est devenu un lieu de rencontre de ce public vivant, riche, curieux de cinéma. Et ces rencontres au cours desquelles, à Pontarlier, un auteur rencontre du public qui vient rencontrer son œuvre, mais que lui-même la re-rencontre une fois son œuvre, c'est quand même des événements qui se produisent assez rarement dans la vie d'un réalisateur, dans la vie du cinéma aujourd'hui. C'est tout à fait exceptionnel. Il faut que les gens de Pontarlier en soient bien conscients qu'ils ne sont pas des gens ordinaires et qu'ils n'ont pas un ciné-club ordinaire chez eux. Ça a tenu, justement, grâce à notre équipe de bénévoles, grâce à notre passion, grâce... Oh, alors ça, il faut lui rendre hommage, à l'appui de gens comme Freddy Buach, directeur de la Cinémathèque française, sans qui, naturellement... directeur de la Cinémathèque suisse, excusez-moi, sans qui les rencontres de Pontarlier ne pourraient pas avoir lieu. Parce qu'il faut, quand on veut présenter l'œuvre d'un grand réalisateur qui a des films très lointains, si on n'a pas l'appui des cinémathèques, on ne peut pas retrouver leurs films. J'ai participé aux premières rencontres de Pontarlier qui étaient pour nous, je les mets au pluriel, qui étaient pour nous très importante parce que la distribution des films en Suisse obéissait à un certain nombre de critères commerciaux et faisait que, vu que le pays est petit, qu'il y a une partie française, une partie italienne, une partie allemande, un certain nombre de films ne parvenaient pas dans les circuits de distribution suisses. Et en particulier, nous n'avions jamais vu sur un écran en Suisse un film de Mizoguchi. Par conséquent, c'était une façon pour nous d'aller à Pontarlier découvrir un cinéma qu'on ne pouvait pas voir en Suisse. Moi, je me sens un peu frustré, justement, après chaque rencontre, parce qu'il se trouve que je me fais une fête de rester quelques jours en contact avec ces grands de l'art cinématographique, enfin de l'art tout court, quoi, quand on pense à un type comme Scola ou Kazan ou Schlendorf ou Bormann, enfin bon, ou Comincini. Mais chaque fois, comme on a tellement de boulot avec notre équipe de bénévoles, on court partout. On est obligé d'être assailli à droite, à gauche. On ajoute le temps de parler un petit peu avec eux à chaque repas, et encore, faut-il être près d'eux, que moi, chaque fois, après chaque rencontre, je me dis, c'est quand même malheureux. Ils viennent passer quelques jours à Pontarlier, un des plus grands artistes du monde, et puis au fond, je ne me trouve pas... Je suis enrichi par ces films, par toute cette beauté qu'ils nous apportent, mais hélas, je n'ai pas le temps, le loisir de parler avec lui, de m'entretenir, ce qui serait sûrement un enrichissement considérable. Et moi, je dois dire que les quelques jours passés avec Elia Kazan m'ont quand même rudement fait changer mon opinion. Je crois que c'est un type merveilleux, qui d'ailleurs s'est assez bien expliqué sur cette période de sa vie. Et je trouve que c'était vraiment un des types les plus merveilleux, les plus émouvants à fréquenter pendant comme ça quelques jours. Une séquence comme celle dans Padre Padrone, où le gamin qui est dans les pâturages de la Sardaigne, enfin plutôt les déserts de la Sardaigne, les maquis de la Sardaigne au-dessus, voit passer le gars avec son accordéon qui joue une valse de Vienne et puis qui va faire les balles et puis qui va tout d'un coup prendre l'amour de la musique. Ça, c'est une des séquences qui vous fout une espèce de chair de poule, tellement c'est chouette, tellement c'est extraordinaire. Ça, c'est fou, ça. Là, il y a quand même des moments de cinéma qui restent. Hein. En voyage de noces à Venise en 1951, nous sommes allés au festival et nous y avons vu le journal d'un curé de campagne. Vraiment, c'est des grands moments de ma vie, ça, ce que Godard a pu apporter comme ça avec une actrice, un village. Par exemple, dans Vivre sa vie, quand Anna discute avec le philosophe catholique là, de la Sorbonne à un café sur l'amour et sur la vie, c'est extraordinaire. Ça. Je les vois encore, les images sont là, c'est extraordinaire. C'est la beauté comme ça d'un visage que Godard peut mettre, qui soit désemparé, qui soit amoureux, qui soit heureux, enfin, c'est inouï. Ça, je crois que pour ça, Godard, il ne peut pas ne pas rester.
c'est pas le cinéaste que j'aime le mieux, parce que évidemment des gens comme Ford, là j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, oui, ça quand même, Ford, ça c'est quand même un des tout grands du cinéma mondial. Hein. Bon, il n'y a pas que Renoir, mais il y a un type comme Ford quand même. Mais Godard, c'est quelqu'un qui a complètement modifié le cinéma, qui a tout changé dans le cinéma mondial. C'est ça qui est inouï, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de fantastique qui ne peut plus être modifié, qui continue comme maintenant. Ça, c'est vraiment une révolution, Godard. Il y a le cinéma avant Godard, il y a le cinéma après Godard. Ça, quand même, ça c'est fondamental. Mon grand regret, c'est que j'ai été à la disposition de l'éducation nationale pendant presque 40 ans. Pendant ces 40 ans, j'ai essayé de faire comprendre aux administrateurs, et à certains de mes collègues, parce que d'autres étaient semblés acquis à cette passion, qu'il y avait un intérêt capital, que c'était fondamental pour l'éducation, pour le changement des relations entre les professeurs et les élèves, pour l'amélioration culturelle de ceux-ci face à la vie et à leur avenir, qu'il fallait faire entrer le cinéma dans l'éducation. Mon grand regret, c'est que j'ai toujours trouvé quasiment, à part quelques exceptions, des portes fermées.